J'aimerais ajouter quelque chose, si je peux me permettre. Comme ce sera diffusé dans le monde entier, pour répéter une chose, c'est que le CPAC, qui aura lieu normalement prochainement à Washington, il sera présenté au monde comme le point de vue, le sentiment du mouvement conservateur américain. Laissez-moi avertir vos téléspectateurs, Jean, que ce n'est pas le cas. L'influence de cette faction pro-russe, que Trevor a décrite en détail, est bien réelle. Ici, nous faisons de notre mieux pour la contrer, mais il y a beaucoup d'argent de l'autre côté. Comme je l'ai dit plus tôt, les Russes, qui ont manipulé depuis l'après-guerre, à travers l'administration de Franklin Delano Roosevelt et d'autres efforts, les progressistes, le Parti démocrate, ont également ciblé le Parti républicain. Alors maintenant, je ne suis pas prêt à dire ici que Trump a été victime de cela. Parce que lorsque vous regardez, comme moi, l'administration Trump, je pense que le président lui-même, ses instincts étaient bons. Rappelons-nous que les Russes n'ont pas envahi l'Ukraine sous Trump. Ils l'ont fait sous Obama, puis ils l'ont à nouveau envahi sous Biden, qui a concrètement dirigé le 3e mandat de l'administration Obama. Trump a reconnu que la Russie était un danger, alors même qu'il essayait de se montrer cordial avec Poutine. Il a conseillé aux Européens de développer leurs propres ressources énergétiques. Il a dit qu'il fallait payer plus pour l'OTAN. Il leur donnait les bons conseils, mais beaucoup d'entre eux, comme nous le savons, n'ont pas écouté, en particulier l'Allemagne, qui maintenant, à contre-cœur, je pense, se réveille. Nous l'espérons en tout cas, à la menace russe. Mais Trump lui-même, je ne pense pas qu'il soit tombé dans le panneau. Mais beaucoup de ses anciens conseillers y sont tombés, y compris Steve Bannon, qui, comme Trevor y a fait allusion, rejette l'Ukraine, rejette la guerre là-bas comme un conflit régional, pense que nous devrions couper toute aide à l'Ukraine, c'est sa position. Il croit même qu'il faut réduire à nouveau notre propre budget de défense, tout en disant en même temps que nous devrions faire tomber le Parti communiste chinois. Alors comment allez-vous faire ça quand on sait que la Chine et la Russie se sont alliés contre nous? Ils font partie du même mouvement communiste mondial. Bannon a l'air d'un faucon sur la Chine. Il semble indiquer que nous devons aller défendre la République de Chine à Taïwan, s'ils sont attaqués, mais que nous ne pouvons pas défendre l'Ukraine. Cela ressemble à une tactique de diversion pour se faire passer pour un dur, alors qu'il ne veut rien faire contre un partenaire dans ce partenariat mondial contre l'Amérique. Et je veux juste avertir aux téléspectateurs de ne pas penser que ces personnes qui ont pris la parole et occupé des postes importants au CPAC sont nécessairement représentatives de l'ancien mouvement conservateur. Le mouvement conservateur de style Reagan, que je représente, que je pense que nous représentons, et que nous devons retrouver. Nous avons besoin d'une autre doctrine Reagan. Nous avons besoin de dépenses vraiment plus importantes, à mon avis, pour la défense nationale. Nous devons nous mettre sur le pied de guerre contre ce mouvement communiste mondial. Cela va certainement nécessiter de mettre fin, par le biais d'élections évidemment, à l'administration de Joe Biden, parce que comme je l'ai dit dans un récent article sur mon site web, sa position sur l'Ukraine est la démoralisation et la défaite. Nous voici 1 an après le début de la guerre et ils pensent seulement à envoyer des chars en Ukraine. Ils n'ont pas envoyé d'avions de guerre en Ukraine. Sont-ils simplement conduits à l'abattoir? Cela devrait être la position conservatrice que de faire pression sur notre administration ici, sur la France, sur l'Allemagne et sur nos alliés.
Parce qu'une fois que les Russes auront pris l'Ukraine, ou ce qu'ils veulent de l'Ukraine, ils tourneront leur attention vers des pays comme la Pologne. Et nous aurons une guerre encore plus étendue. Alors, voici mes remarques. Bien sûr, alors avant de donner la parole à M. Nyquist, je voulais juste ajouter à propos du CIPAC, j'étais très choqué il y a quelques années de voir Marion Maréchal Le Pen, une des invitées du CIPAC. C'est une protégée de Steve Bannon et elle est très proche du Kremlin. Et donc j'ai été très choqué de voir ça parce que c'est une anti-américaine. Donc c'était vraiment choquant. Alors voulez-vous ajouter quelque chose, Jeff, ou puis-je poser ma troisième question? Juste un commentaire sur l'Ukraine. Il est assez frappant de constater que ce que dit Cliff est très vrai. Parce que si les Russes arrivent à traverser l'Ukraine, et je crois qu'ils veulent l'ensemble du pays, alors vous aurez l'armée russe à la frontière de l'OTAN, avec toutes ses armes nucléaires tactiques. Et elle aura un avantage nucléaire massif. Et elle ne peut pas déployer cet avantage contre les Ukrainiens, parce que Poutine a dit que les Ukrainiens sont des Russes. Donc en disant que les Ukrainiens sont Russes, il dit que c'est une guerre civile, et on ne peut pas utiliser d'armes nucléaires contre son propre peuple. Cela le détruirait politiquement, et lui et sa crédibilité auprès de son propre peuple. Donc il ne peut pas les utiliser, mais une fois qu'il atteint la frontière de l'OTAN, il sera libre de le faire. Est-ce que des gens comme Bannon, avec qui j'ai parlé, et qui m'a dit qu'il fallait arrêter cette guerre en Ukraine et s'aligner avec la Russie contre la Chine? C'est insensé, car quoi? Vous êtes un enfant? Vous obtenez tout ce que vous voulez? Si vous voulez jouer la carte de la Russie, les Russes doivent vous obéir et s'aligner sur vous et non sur leur allié favori, la Chine. La Russie reçoit des obus d'artillerie de la Corée du Nord et des obus de mortier de la Chine et d'autres équipements. La Chine soutient pleinement la Russie dans cette guerre et mes sources chinoises m'ont dit que la raison pour laquelle Boris Johnson a été évincé du poste de Premier ministre était liée aux intérêts financiers chinois au Royaume-Uni. Je ne peux pas en parler directement, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc la Chine soutient la Russie en Europe, et cela montre leur alliance. Ils s'entraident, et c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, Monsieur Loudon, voulez-vous ajouter quelque chose avant que je pose ma troisième question à Jeff? Eh bien, je dirais simplement que je vais aller au CIPAC, et je vais porter mon t-shirt Slava Ukraini, juste pour un test décisif, pour voir quel genre de réaction j'obtiendrai. Je trouve que lorsque je parle à des conservateurs, lorsque j'explique ma position, la plupart d'entre eux font « Ah oui, je comprends », mais ils reçoivent tellement de propagande russe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à travers des sources auxquelles ils font confiance. Par exemple, Tucker Carlson dit d'excellentes choses 95% du temps. Steve Bannon dit beaucoup de bonnes choses aussi, mais c'est le poison. C'est le poison qui s'y ajoute. Vous ne pouvez pas être un agent de désinformation efficace si vous n'avez pas beaucoup de vérité pour cacher le poison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, ma troisième question est la suivante. Golitsyn pourrait-il être un moyen de savoir qui fait partie de la résistance au communisme dans le monde et qui n'en fait pas partie? En d'autres termes, le projet d'un gouvernement unique communiste peut-il être compris et combattu sans lire Golitsyn? Je ne pense pas. Un ancien chef des services secrets militaires polonais, Masarewicz, a traduit Golitsyn en polonais lorsqu'il était brièvement en charge des services secrets militaires polonais. Il a écrit une introduction que j'ai fait traduire en anglais parce que j'étais intéressé par ce qu'il avait à dire. Il a dit dans cette introduction qu'il voulait que les militaires polonais lisent Golitsyn. Il a dit que nous ne pouvons pas vaincre notre ennemi à Moscou à moins que nous lisions et comprenions Golitsyn. Je pense que la raison en est que vous devez comprendre la stratégie de l'ennemi afin de la reconnaître, afin de reconnaître les personnes qui deviennent des idiots utiles ou des agents d'influence afin de comprendre leur jeu. Ils essayent de vous amener stratégiquement à suivre la mauvaise politique, comment vous êtes détourné de votre ennemi pour des choses qui ne sont pas vraiment importantes, et comment vous êtes divisé et conquis, comment la stratégie des ciseaux fonctionne, comment ils utilisent nos propres désaccords internes contre nous. Vous ne pouvez rien faire de tout cela si vous n'avez pas compris et absorbé les leçons que Golitsyn a enseignées.
Et donc je dirais absolument, vous devez comprendre cette analyse, chacun doit comprendre ses idées stratégiques. La stratégie est un langage propre, et c'est comme apprendre une langue. Quand j'écoute Tucker Carlson ou Bannon, Bannon fait semblant de comprendre la stratégie, mais c'est comme écouter un analphabète. Il n'a pas la sophistication ou la connaissance de ces sujets dont il parle pour réaliser qu'il tombe dans un piège ou qu'il fait ce que son ennemi veut qu'il fasse. Nous devons être plus sophistiqués et Golitsyn nous offre cette sophistication. Alors, permettez-moi d'ajouter, au risque de tomber dans l'autopromotion, que Jeff avait contribué à notre livre que nous avons publié en 2014, Back from the Dead, The Return of the Evil Empire, le retour de l'Empire du Mal. Il prédisait essentiellement, alors je ne suis pas Golitsyn, mais nos co-auteurs ont essentiellement regardé dans le futur et dit que c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Nous en avons eu un avant-goût en 2014 avec la première invasion de l'Ukraine, c'est sûr. Alors vous pouvez revenir en arrière et comprendre que tout a commencé en 2008, lorsque les Russes sont entrés en Géorgie, l'ancienne République soviétique. Donc si on met tout ça ensemble, il y a aussi des connotations spirituelles derrière toute cette question de ce qu'est la Russie aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant, mais nous avons des parties du livre sur la signification de Fatima. Selon les catholiques, la Vierge Marie est apparue à des enfants à Fatima, au Portugal, lors d'une manifestation miraculeuse, et a fait référence aux erreurs de la Russie. C'était en 1917, la même année que la révolution communiste soviétique. Et nous nous demandons si, spirituellement, nous pouvons faire quelque chose à propos de ce qui est arrivé à la Russie. Parce qu'elle est toujours, comme nous l'avons dit, un pays communiste, dans une certaine mesure aujourd'hui. C'est juste qu'ils sont dans une phase différente de la révolution communiste mondiale. Trevor y a fait allusion, nous sommes dans ce qu'ils appellent le stade le plus élevé du capitalisme, sur la route de ce que Gorbatchev, dans son propre discours, a appelé le communisme mondial. Il l'a dit, et c'était le titre de la perestroïka dans un discours sur ce sujet. Gorbatchev a dit « Nous sommes sur le chemin du communisme mondial, nous ne quitterons jamais ce chemin ». C'est une citation exacte. Il y a tellement de choses que vous pouvez lire et revoir. Nous avons des livres, Jean, vous avez fait référence à celui que nous avons écrit sur Edward Snowden, qui est toujours considéré par des gens comme Ron Paul et Rand Paul et les libertaires et Tucker Carlson et ainsi de suite, comme une sorte de lanceur d'alerte. Lorsqu'il a volé des documents de la NSA, puisqu'il travaillait pour la CIA et la NSA, et sur son chemin vers Moscou, il est passé par Hong Kong. Hong Kong qui est sous contrôle chinois. Il a divulgué tous nos secrets. Et les gens peuvent donc s'instruire. Le défi est de mettre ces choses à jour en temps voulu. Trevor a mentionné le cas de Tulsi Gabbard. Il est incroyable qu'elle soit honorée lors d'un rassemblement conservateur, alors qu'elle a fait l'apologie de la politique étrangère de Poutine. Mais tout d'un coup, elle dit « Oh, je ne suis plus de gauche », et elle est acceptée par les principaux éléments des médias conservateurs. C'est incroyable. De la même manière qu'Edward Snowden est présenté comme un héros lanceur d'alerte, et que son complice, Glenn Greenwald, qui l'a aidé, à s'occuper des documents à Hong Kong sur son chemin vers Moscou, est régulièrement promu, et il apparaît régulièrement dans l'émission de Tucker Carlson sur Fox News, comme quelqu'un que les conservateurs devraient écouter. Il a facilité les activités d'un traître aux États-Unis. Donc ce que je dis, c'est que le défi pour déterminer quels sont les mensonges pas si nouveaux dont parle Golitsyn est de garder les yeux sur ce qui se passe devant nous et comprendre l'histoire de ces personnes. Qui est Tulsi Gabbard?
D'où vient-elle? Qui est Glenn Greenwald? Et je pense que c'est ce que nous essayons tous d'écrire régulièrement, Jean. Oui, je pense qu'il est essentiel de lire Golitsyn si vous voulez comprendre le mouvement communiste mondial. Ce que nous voyons en Amérique n'a de sens que dans le contexte d'une révolution marxiste. Les gens regardent le mouvement LGBTQ radical, ils regardent les frontières qui s'ouvrent, ils regardent Black Lives Matter, qui est une opération communiste chinoise, ils regardent le mouvement féministe radical, ils regardent le mouvement woke et les multinationales, mais ils ne font pas le lien. Toutes ces choses sont des éléments de la révolution communiste. Elles sont toutes intégrées et poussées par les mêmes personnes. Nous devons comprendre le communisme pour comprendre que c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Au niveau mondial, Golitsyn nous donne le bon cadre. Il dit qu'il y a un mouvement communiste mondial en cours. Il est à différents stades de développement, différentes parties jouent des rôles différents. La Chine a joué un rôle différent de celui de la Russie, le Vietnam joue un rôle différent, Cuba joue un rôle différent. Ils ont maintenant le contrôle de presque toute l'Amérique latine, de l'Argentine au Mexique, et de la plupart de l'Afrique. Quant à l'Europe, elle est plutôt divisée. Nous avons un gouvernement canadien socialiste au nord des États-Unis, un gouvernement mexicain communiste au sud. Une grande partie de l'Asie est déjà sous contrôle communiste. Et donc Golitsyn nous donne le contexte pour relier les points et prédire où cela va aller. Comme Cliff a eu raison de le dire, il y a 15 ans, il a dit que l'invasion de la Géorgie était la première étape, puis la première invasion de l'Ukraine. Mais si vous connaissez la stratégie communiste à long terme, vous pouvez prédire ce qu'ils feront ensuite. Mais nous avons des officiers militaires américains qui disent sérieusement des choses comme « Nous aurions prévenu la Chine pour éviter un malentendu. » Si le président Trump avait dit quelque chose de belliqueux, nous aurions prévenu la Chine pour qu'elle se calme. Nous avons des officiers supérieurs qui disent « Nous devrions essayer d'être amis avec la Russie pour nous allier contre la Chine. » C'est comme dire qu'il faut travailler avec Mussolini contre Hitler, travailler avec le Japon contre l'Allemagne, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Comme Jeff l'a dit, vous ne pouvez pas choisir votre ennemi. Certains Américains diront que nous ne devrions pas défendre l'Ukraine alors que nos propres frontières sont grandes ouvertes. Mais nous devons comprendre que nous ne pouvons pas choisir où nous nous battons, car le problème des frontières est une manifestation du communisme. Et l'invasion de l'Ukraine est une manifestation du communisme, tous deux orchestrés par les mêmes personnes. Quand vous êtes attaqué sur 5 ou 6 fronts, vous ne dites pas simplement « je ne vais attaquer que celui que j'aime, que celui qui me convient ». Vous vous battez sur tous les fronts. Nous devons défendre l'Ukraine, nous devons fermer la frontière sud et expulser les clandestins. Nous devons nous débarrasser de l'idéologie woke. Nous devons faire toutes ces choses à la fois, ce n'est pas l'un ou l'autre. Nous sommes attaqués sur plusieurs fronts par différentes manifestations du même ennemi. C'est le communisme. Et nous devons avoir en tête l'idée que nous allons le battre. Nous allons réellement gagner. Nous allons devoir gagner parce que si nous ne gagnons pas, nous perdrons. Il n'y a pas de terrain d'entente, il n'y a pas de terrain neutre ici. Nous devons donc avoir une vision positive, comme Cliff l'a dit, une vision de type réganienne, pour vaincre ce monstre. Il ne sera jamais vaincu pour toujours, mais au moins pour des siècles, afin qu'il soit rayé de la carte et que nous puissions aller vers un monde pacifique et prospère. Le genre de monde que Reagan et les pères fondateurs américains auraient envisagé pour nous. Alors, Monsieur Loudon, vous avez parlé de relier les points, et ma quatrième question concerne le fait que beaucoup de patriotes aux États-Unis, en France et dans beaucoup d'autres pays, sont déconcertés par les théories du complot auxquelles ils ont tendance à croire plus qu'à autre chose.
Alors comment expliquez-vous cela et les révélations de Golitsyn peuvent-elles aider à sortir de ce piège mental mortel? C'est un problème vraiment sérieux. Le plus gros problème que j'ai, c'est de communiquer mon analyse de ce qui se passe. Et je me fie à Golitsyn pour beaucoup de mes idées, ainsi qu'à d'autres transfuges du communisme. Et pour avoir étudié, j'ai été formé en tant que politologue, j'ai étudié le fonctionnement des institutions politiques dans l'histoire. Et ce que j'entends encore et encore, ce sont des gens qui sont intéressés par ce que je dis, mais qu'en est-il de la grande conspiration? Qu'en est-il des Illuminati et les Juifs? J'ai des gens qui m'ont dit que nous n'avions pas vraiment atterri sur la Lune et qu'ils croyaient que le 11 septembre était un inside job et qu'un missile avait frappé le Pentagone et ainsi de suite. Ils croient que la CIA a tué Kennedy, que la CIA a renversé le gouvernement légitimement élu en Ukraine et que la CIA est responsable de tout ce qui se passe de mal dans le monde. Que la CIA importe toutes les drogues en Amérique, qu'ils ont fait les expériences de contrôle mental, même si les leaders en matière de drogue psychologique, de contrôle mental, ont toujours été les Russes, avec leurs alliés tchèques pendant la guerre froide. On y revient toujours, d'une manière ou d'une autre, à la conspiration, et bien sûr, à la théorie de la conspiration. Alors, pour l'expliquer brièvement, la théorie du complot est une forme d'idéologie. C'est le marxisme de l'homme peu instruit. Parce que le marxisme est issu de l'aliénation. Il vient de cet état aliéné. Vous vous souvenez du film Network? Je suis fou de rage, je n'en peux plus. Vous vous souvenez de ce film? C'est l'aliénation. Et le marxisme, Marx et Engels l'ont développé pour exploiter ce sentiment d'aliénation, ce sentiment de perte de sens. Un aliéné était un type qui étudiait la folie, et la folie était l'aliénation de quoi? De Dieu et de la réalité. Les théoriciens du complot, quand les gens vont vers la théorie du complot, ils expriment leur aliénation. Et quand les gens se font aspirer par le marxisme, c'est à cause de leur aliénation. Et bien sûr, c'est une fausse solution à l'aliénation, mais elle a beaucoup de succès et les gens l'adorent, ils y adhèrent. Et il faut le combattre parce que nous ne pouvons pas communiquer la vérité sur nos idées, sur ce qui se passe réellement dans le monde avec le mouvement communiste en Russie et en Chine, et la prise de contrôle du monde, si tout le monde se tourne immédiatement vers ces fausses théories du complot, à cause de leur aliénation. C'est une explication très intéressante de son attrait. Les gens aiment les croire, parce qu'une fois que vous acceptez une certaine théorie sur quelque chose, vous n'avez plus vraiment besoin d'y réfléchir. Vous avez tout compris. Et puis, vous devez trouver un bouc émissaire. Parfois, c'est le capitalisme, parfois, ce sont les juifs, d'autres fois, les francs-maçons. Mais il y a des conspirations dans le monde, et c'est ce dont nous avons parlé. Quand j'entends... C'est un autre thème favori que nous entendons en provenance de Moscou et qui est repris par certains conservateurs aux États-Unis. Oh, nous ne pouvons pas soutenir l'Ukraine parce que Poutine va utiliser des armes nucléaires. Nous devons avoir peur de ces armes nucléaires. Comme si Poutine allait lâcher des armes nucléaires sur toute l'Ukraine. Je ne sais pas à quoi cela servirait, mais nous devons avoir peur, disent-ils. Eh bien, l'une des choses que je fais en réaction à cela, c'est que je souligne que ce sont les Russes qui ont volé nos armes nucléaires. Si vous revenez en arrière dans le temps, nous avons bien sûr mis fin à la Seconde Guerre mondiale contre les Japonais avec des armes nucléaires. Et ce sera un thème important à l'avenir parce qu'un grand film est prévu sur le sujet. Il s'appelle Oppenheimer, à propos de notre propre projet d'armes nucléaires. Alors, ça ne sera pas dans le film, vous pouvez le parier, mais nous avons fait des recherches et écrits à ce sujet. Nous avons découvert à quel point il a été totalement infiltré par les Russes et par les communistes. Nous savons que les Rosenberg, bien sûr, ont été exécutés pour avoir volé nos secrets.
Mais Oppenheimer lui-même, qui est toujours considéré par certains Américains, y compris certains conservateurs, comme un grand héros, comme l'architecte du projet de la bombe atomique, le projet Manhattan, il était également un communiste. Et c'est ce que montrent les preuves historiques. Donc nous pouvons donc revenir en arrière et prouver réellement certaines choses sans nous appuyer sur des conspirations. Mais il faisait partie d'une conspiration. Et plus tard, si vous voulez parler du rôle de la Chine, nous avons eu une commission entière, la commission Cox, créée pour analyser comment les communistes chinois ont volé les secrets de nos armes nucléaires, des conceptions plus avancées au laboratoire nucléaire de Los Alamos. Il existe donc de véritables conspirations qui peuvent être prouvées. Mais le danger vient, comme Jeff l'a dit et comme Trevor l'a mentionné, de certaines de ces idées folles, comme QAnon. QAnon a pris pied dans certains éléments du mouvement conservateur qui soutient qu'il y a de nombreuses facettes à cela, bien sûr, mais certains d'entre eux voient Donald Trump comme une sorte de personnage divinement ordonné qui va sauver les États-Unis et le monde. J'ai voté pour Trump, je voterai peut-être encore pour lui, mais je ne le vois pas comme une sorte de figure messianique. Et les mêmes personnes de QAnon voient Poutine de la même manière. C'est vraiment un homme d'État, qu'il se bat, comme Trevor y a fait allusion, contre ce nouvel ordre mondial, et que nous devrions le soutenir aussi. Et qu'il va offrir, comme c'est un homme d'État chrétien, une alternative à ce que nous affrontons ici aux États-Unis. C'est presque comme s'il y avait des gens ici et maintenant qui méprisent et détestent tellement l'Amérique. Ils détestent ce qu'elle devient, et je n'aime pas beaucoup ce qu'elle devient non plus, mais ils voient Poutine comme une sorte de sauveur contre leur propre pays. Et ils voient Trump comme un possible sauveur. Je ne pense pas qu'il le sera. Il peut, s'il est éduqué sur le communisme, mais il n'est pas Reagan. Trump n'est pas Reagan parce que Reagan a combattu les communistes à Hollywood. Il connaissait leur stratégie et leur tactique. Si Trump peut s'instruire sur ce dont nous avons parlé aujourd'hui, peut-être qu'il pourrait être un sauveur en un sens, en tant que président, et reconstruire notre armée parce que nous devons avancer rapidement. Nous devons augmenter notre budget de défense, probablement faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN dès cette année, et se prémunir contre une autre offensive russe, une offensive militaire majeure qui arrive dans quelques semaines. C'est très très dangereux ce qui arrive. Oui, je pense que la plupart des soi-disant théories de la conspiration qui nous entourent ne sont que des diversions pour nous détourner des conspirations bien réelles qui se déroulent sous nos yeux. Et il y a le vieil axiome, le rasoir d'Occam, à savoir ce qui est l'explication la plus simple et généralement la plus vraie. La vérité est que la Russie et la Chine sont des alliés militaires, qu'ils travaillent avec les ennemis de l'Amérique depuis très longtemps, qu'ils volent nos secrets et influencent nos politiciens. Tout ça sont des choses qui sont prouvées et qu'ils adhèrent toujours au marxisme-léninisme qui dicte une forme de gouvernement mondial sous contrôle soviétique. Tout cela, ce sont des choses réelles. Tout ça, c'est une conspiration absolument. Une conspiration, c'est juste des gens qui respirent ensemble. Conspirer. Vous respirez ensemble. Les conspirations se produisent tout le temps. Ce dont il s'agit, c'est de la conspiration communiste, et c'est bien documenté, c'est facilement prouvable, mais les gens ont été détournés du bon chemin par toutes ces conspirations douteuses qui ont toutes un élément de vérité en elles. Je pense qu'il y a des milliers d'officiers du renseignement militaire russe qui tapent sur des ordinateurs tous les jours, remplissant l'Internet de ces fausses conspirations. Et je ferai qu'un seul commentaire sur le Forum économique mondial, parce que c'est devenu un véritable sujet de crainte pour de nombreux Américains. C'est une institution communiste complètement épouvantable. Personne ne devrait avoir quoi que ce soit à faire avec elle. Mais les gens semblent penser que Davos, le Forum économique mondial, est d'un côté, et que les Chinois sont d'un autre côté, et que les Russes sont encore d'un autre côté. Une conférence s'est tenue en juillet de cette année à Pékin,
le Forum mondial pour le développement de la jeunesse. Et elle portait sur l'agenda 2030 des Nations Unies. Et la conférence préliminaire a été organisée par Vladimir Poutine et Xi Jinping. Et les véritables organisateurs étaient l'aile jeunesse du Parti communiste chinois. Les invités étaient la Ligue des jeunes communistes de Grande-Bretagne, la Ligue des jeunes communistes des États-Unis, la Ligue des jeunes communistes du Sénégal, la Ligue des jeunes communistes de la République malgache, etc. Tous des communistes. Et l'orateur principal était Klaus Schwab, du Forum économique mondial Davos. Si le Parti communiste chinois s'effondrait demain, le Forum économique mondial disparaîtrait. Mais si le Forum économique mondial s'effondrait demain, le Parti communiste chinois en construirait un autre. En fait, pourquoi est-ce que Klaus Schwab a un buste de Lénine dans son bureau, juste derrière lui? Pourquoi Vladimir Poutine a été l'un de ses tout premiers Global Young Leaders? Davos est une façade communiste pour amener les entreprises dans le mouvement communiste. C'est sa nature fondamentale. Et nous ne devons pas nous laisser distraire par Davos. Nous ne devons pas nous laisser distraire par ces autres choses. Nous devons regarder qui se cache derrière, qui est la menace centrale à laquelle nous sommes confrontés. Et c'est le mouvement communiste mondial dirigé par la Russie et la Chine. Qui a des armes nucléaires pointées sur nous? Combien d'armes nucléaires possède Klaus Schwab? La Russie pourrait en avoir jusqu'à 20 000. La Chine, nous n'avons aucune idée de combien ils en ont. Mais ils en construisent tous les jours. Et l'Amérique n'a pas construit une seule arme nucléaire depuis 1992. Nous ne savons même pas si notre dissuasion nucléaire fonctionne. Et c'est là que réside la menace. Il n'y a que deux nations qui pourraient détruire totalement les États-Unis, et ce sont la Russie et la Chine. Et nous sommes plus préoccupés par Klaus Schwab et parce que Nancy Pelosi a mangé au petit déjeuner.